On va plus loin dans cette éthique et smart, toujours avec Rosen Béliard, directrice conseil transport chez Sopra Steria Next, Marie Chouchana, directrice marketing d'Apital, et David O'Neill, le directeur marketing et innovation de Keolis en Ile-de-France. Je repars avec vous, David, parce qu'on va parler d'expérience client. Vous l'avez un peu évoqué dans notre première partie de débat, quand vous affichez une offre de transport décarbonée pour tous, parce que ça, c'est la promesse, c'est la vocation. À quel point vous changez les tarifs, la gamme de biens, vous voyez ce que je veux dire? Comment cette promesse a des conséquences vraiment dans l'offre et dans l'expérience client? Alors, dans l'offre, c'est quelque chose sur lequel on va être très actif pour proposer à nos autorités organisatrices des réseaux de transport qui soient le plus efficients possible et qui soient surtout à l'écoute de l'évolution des besoins des voyageurs. Ouais. Par exemple, il y a des choses auxquelles on ne pense pas suffisamment, mais les rythmes de vie changent beaucoup. Les formes des familles changent beaucoup. Les horaires décalés de travail, le fait qu'il y ait des familles en garde alternée, tout ça crée des besoins de déplacement qui ne sont pas forcément pris en compte dans le modèle un peu années 70, métro, boulot, dodo, la famille mononucléaire. Tout ça a beaucoup éclaté, les choses ont énormément changé. Et donc là, notamment, un de nos grands points, c'est on voit les réseaux de transport, ils ont beaucoup plus repris le samedi et le dimanche que la semaine, où les impacts du télétravail sont beaucoup plus forts. Donc là, on va être conseil là-dessus. Après, sur la partie tarification, là, c'est vraiment un enjeu assez politique. Ce sont vraiment les élus qui vont décider de ces questions-là, parce qu'il y a un enjeu très important. Bien sûr. Il y a aussi la question de l'inclusion. Quand on dit un réseau de transport décarboné pour tous, ça veut vraiment dire pour tous. Alors, comment vous adressez au public les plus fragiles, en fait? Alors, c'est un de nos très forts enjeux aujourd'hui, parce que ceux, effectivement, qui ont le plus de difficultés à prendre les réseaux de transport en commun, finalement, ils sont bien plus nombreux que ce qu'on imagine. On a parfois un peu la caricature de la personne fragile comme étant la personne en fauteuil, mais les fragilités, elles sont beaucoup plus nombreuses. Elles sont souvent invisibles aussi, ou elles sont souvent un peu honteuses et pas toujours déclarées. L'illettrisme, par exemple? C'est un excellent exemple. Il y a près de 4 millions, je le cite de mémoire, de personnes en situation d'illettrisme en France. Il y a toutes les personnes allophones aussi, donc qui maîtrisent très mal le français. Comment on arrive à les faire se sentir à l'aise dans un réseau de transport? Et puis il y a des fragilités qui sont plus profondes et plus difficiles. Et là, il y a des solutions qui existent et qu'on essaye de mettre en œuvre, avec beaucoup de modestie évidemment, parce que ce sont des sujets infiniment compliqués. Par exemple, sur la ligne B du réseau Lyon de Keolis, on a aménagé une station pour qu'elle puisse être beaucoup plus accueillante pour les personnes souffrant de troubles autistiques. Donc avec des couleurs qui sont adaptées, un environnement sonore et lumineux qui soit moins angoissant pour eux dans les systèmes de transport en commun qui peuvent être difficiles. Idem en Ile-de-France avec Navilance, qui est une technologie de QR code augmenté. On aide beaucoup mieux les déficients visuels à se guider, notamment dans les moments qui sont un peu difficiles, c'est les correspondances. Quand on passe par exemple du bus au train, donc on l'a expérimenté nous en gare de Versailles-Chantier, qui est une grande gare, et on voit que ce type de dispositifs, ils sont très utiles pour les personnes les plus fragiles. Marie Chouchana, on a beaucoup parlé des malades, mais je tiens mes promesses et de leurs proches. Vos clients sont d'abord les hôpitaux et aussi les soignants. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous travaillez plus avec le public ou avec le privé? Très bonne question. On est beaucoup plus déployé dans le public aujourd'hui. Genre imaginez l'inverse, vous voyez. En fait, il y a plus d'attentes au niveau des établissements publics sur la partie expérientielle, sur la partie parcours patient. Il y a aussi plus d'attentes sur les connaissances et l'expertise technologique et numérique. Donc aujourd'hui, on est déployé dans plus de 130 établissements dans toute la France, toutes régions confondues, et on a plus de 90% des établissements qui sont publics. Après, on se déploie aussi, et ça fait partie là, de notre stratégie de se déployer aussi bien évidemment dans le privé. Alors, on parle des soignants et des services que vous leur proposez. Je trouve ça particulièrement intéressant dans le contexte. C'est une profession qui se plaint à juste titre de ne pas pouvoir soigner correctement, de ne plus avoir le temps de soigner correctement. Ils parlent même de mauvais traitements ou de maltraitance. Comment vous les accompagnez ? C'est un vrai sujet sociétal là, que vous pointez du doigt, et le fait de faire gagner du temps, ça fait partie de la mission d'Apital, vraiment. Aujourd'hui, alors, on essaye à notre échelle, à notre petite échelle, d'améliorer, on va dire, les conditions de travail et la qualité de vie au travail du personnel médical ou non médical. Il y a 3 points là-dessus. Le premier, c'est vraiment, on essaye à travers la conciergerie notamment, dont j'en parlais tout à l'heure, physique et en ligne, de pouvoir proposer des services et des produits directement au personnel médical ou non médical, aux soignants aussi, bien évidemment.
et qui est par exemple l'achat du cadeau de dernière minute parce qu'il y a un dîner ou un anniversaire, le fait de pouvoir mettre facilement ses affaires au pressing, de pouvoir livrer, réceptionner un colis directement au sein de l'établissement, voire même de se faire livrer au poste de soins pour vraiment gagner du temps. Sur la deuxième partie, on a nos équipes qui sont physiquement sur place aussi dans les 130 établissements dont je parlais tout à l'heure et qui vont aussi accompagner les équipes, organiser des petits déjeuners, des pots de départ, des anniversaires, créer du lien social aussi entre les différents services. Ça, c'est hyper important. On a l'impression que c'est pas beaucoup, mais en fait, pour eux, c'est énorme. C'est beaucoup pour un établissement qui peut aussi se différencier là-dessus, être plus attractif, parce qu'ils recherchent bien évidemment à mieux recruter, à fidéliser aussi leurs équipes. Donc, c'est un vrai plus pour eux. Et sur le troisième point, de manière un petit peu plus macro, Apital aujourd'hui joue aussi un rôle de mécène dans pas mal d'établissements dans lesquels on est. Et on a notamment été un des principaux mécènes, par exemple, pour les Hospices civils de Lyon, où là, tout dernièrement, en septembre, ils ont mis en place, ils ont développé tout un espace de nid de déconnexion pour le personnel de santé, où vous y retrouvez un espace cocooning, de la musique, de quoi vraiment respirer, se déconnecter avant de repartir, travailler dans des conditions qui sont compliquées. Alors, c'est une vocation, ils aiment ce qu'ils font, mais leur faire gagner ce temps et ce moment de respiration, c'est hyper important pour nous. Allez, il nous reste un peu plus de 5 minutes dans cette émission. Rosane Belliard, je reviens vers vous pour développer une notion qui est dans la note que vous avez signée, qui a été signée pour Sopra Steria Next sur cette question du marketing éthique. Je reprends les termes, c'est l'éthique comme une boussole. Et il y a un bon exemple à prendre, c'est l'opérateur de téléphonie Fairphone. Pourquoi il est édifiant pour vous, cet exemple? Alors oui, j'aime beaucoup cet exemple, mais j'aime beaucoup aussi l'exemple de Marie et d'Apital. J'ai trouvé ça très intéressant. Ouais. Effectivement, alors l'exemple de Fairphone, qui n'a rien à voir, mais qui est complètement orienté sur l'éthique, c'est une société de téléphonie néerlandaise qui, dès le départ, dès sa conception, est totalement orientée sur la durée de vie des téléphones. On sait tous que acheter un nouveau téléphone régulièrement, c'est très mauvais pour la planète. Donc eux, ils ont travaillé sur la réparabilité de leur téléphone. Ils ont des téléphones que l'on peut facilement réparer, qui peuvent vraiment aller au-delà, avoir être prêts pour des nouvelles mises à jour. Ouais. Et ils vont même au-delà, puisque l'abonnement coûte de moins en moins cher au fur et à mesure que l'on utilise longtemps son téléphone, que l'on le garde longtemps. Donc il y a une récompense du client qui garde son téléphone longtemps. Voilà, c'est marrant. Tout est vraiment orienté autour de la durée de vie du Mais téléphone. Ça, c'est pareil, je reprends un peu la même question tout à l'heure. C'est plus facile parce que c'est from scratch, c'est-à-dire qu'ils se sont créés dans cet esprit-là. Totalement. Ils ont vraiment créé leur téléphone pour qu'il soit réparable, pour que tout est orienté là-dessus. Oui, parce que c'est pas si simple quand on est un groupe mondial aussi. On peut parler de ça. Keolis, vous l'avez dit, c'est 14 pays, donc c'est presque sur tous les continents, je crois. Donc il y a des cultures, des religions, des modes de pensée différents. Comment on garde cette boussole, puisque je reprends le terme, d'un marketing qui porte la promesse et l'éthique de l'entreprise, quand on est dans 14 pays parfois très différents les uns des autres? Moi, ce qui me frappe beaucoup quand je vois mes collègues à travers le monde, c'est effectivement qu'on partage tous le même engagement. C'est-à-dire qu'on vient chez Keolis pour travailler sur ces sujets de mobilité vertueuse et de mobilité décarbonée. Et c'est vraiment ce qui guide les gens qui viennent y travailler. Et puis, je pense qu'on est vraiment guidé par notre devise « We imagine, we care, we commit ». Qui est une vraie boussole pour nous de la façon dont on le décline. Donc on a aussi un certain une forme de marketing interne à travers Keolis Way qui est aussi qu'on va décliner dans chacun des pays et qui va donner la feuille de route de chacune des entreprises, parce que chacune a aussi son autonomie et son client avec l'autorité organisatrice, mais en partageant un même corpus de valeurs. Mais j'entends bien et je doute pas une seconde, mais dans certains pays moins avancés, les engagements éthiques, ça peut être un frein concurrentiel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours une vraie question qu'on se pose. Nous, qu'on va toujours placer vraiment au cœur de ce qu'on veut faire, et puis travailler aussi dans des environnements qui ont envie de travailler de cette manière vertueuse. Ouais. Je vous pose un peu la même question, parce que dans la courte histoire d'Apital, il y a le fait que vous êtes rentré au sein du groupe La Poste. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement la vocation ou la raison d'être du groupe La Poste devient la vôtre? En fait, on avait déjà la même avant, donc c'est aussi comme ça qu'on s'est bien trouvé. On a en effet été racheté tout récemment par le groupe La Poste et on a rejoint le pôle La Poste Santé Autonomie. Et ce pôle-là coordonne une dizaine de filiales spécialisées en santé. Et on a tous cette même vocation, en fait, qui est de demain accompagner et aider les 12 millions de patients par an
qui sont en France, vraiment sur l'ensemble de leur parcours de prise en charge de bout en bout. Et on a vraiment toute cette même vocation au sein du groupe. Je veux bien vous entendre sur cette question de groupe mondial aussi. Comment, en fait, plus un groupe grossit ou plus une entreprise grossit, comment elle réussit à diffuser la promesse et l'éthique dans la promesse? Alors effectivement, on a déjà apporté quand même pas mal de réponses, notamment par exemple à travers les valeurs de Keolis et puis je ne sais plus comment c'est. Oui, c'est une déclinaison, déclinaison des valeurs. Et puis quelques valeurs très simples, mais qui sont du coup... Et effectivement, ensuite, c'est vraiment le travail du directeur marketing et des directions marketing que d'aller s'assurer que tout ça est bien diffusé partout, dans la mesure du possible. Après... Tout à l'heure, on disait que c'est beaucoup plus simple lorsque c'est une entreprise, lorsqu'on met ça en place dès le départ, oui, à la création de l'entreprise. Ouais. Cela dit, ça n'empêche pas du tout de le mettre en place après. Enfin, on voit beaucoup de sociétés qui font. Par exemple, il y a Decathlon là, qui fait une très belle initiative. C'est presque un changement de modèle économique. Hein. Oui, exactement. Avec l'abonnement, c'est ça? C'est ça, avec l'abonnement WePlay Circular. Ouais. Donc, oui, ils mettent vraiment l'économie circulaire au cœur de leur nouveau modèle économique. Avec un système d'abonnement qui est principalement qui répond à un vrai besoin des familles dont les enfants grandissent, bien sûr, mais aussi qui aiment bien tester différents types d'activités, donc qui étaient vraiment confrontés à un problème de durabilité du matériel. Donc, à travers cet abonnement et la réutilisation des équipements sportifs, ils répondent vraiment à cet enjeu sociétal. Donc, même pour un grand groupe mondial et déjà bien implanté partout, c'est possible. Merci beaucoup, merci à tous, c'est passé à toute vitesse, ce qui est toujours bon signe. À bientôt pour un nouveau numéro d'Éthique et Smart. Il nous permettra de découvrir les lauréats du prix de l'entreprise éthique organisé par Sopra Steria Next et Public Sénat. Bismart est d'ailleurs partenaire. 3 catégories de prix, l'éthique dans la gouvernance, dans la relation client et dans l'innovation. Vous pouvez postuler, il est encore temps, en allant sur le site de Sopra Steria. Merci à toutes et à tous. Je remercie également Caroline Ricros, Raphaël Morel et Héloïse Merlin. Salut.